PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h dans le Grand Matin Week-end. On va parler notamment du pouvoir d'achat des seniors avec le Viager en compagnie de notre invité. Si vous avez aussi des questions par rapport à votre propriétaire ou alors votre locataire, vous nous appelez 0826 300 300. On est là pour vous répondre justement dans le coaching IMO. Tout de suite, on commence avec Marc Ezrati et le journal de l'immobilier. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle immo, le journal. Marc, on rappelle d'ailleurs que cette émission s'ouvre comme toutes les semaines au standard de Sud Radio 0826 300 300. Toutes les questions que vous voulez nous poser, nous y répondons. On commence ce journal avec l'effondrement de 2 immeubles. C'était samedi dernier, il y a une semaine, jour pour jour à Lille. En effet, 2 immeubles du centre historique de Lille se sont effondrés samedi dernier, causant la mort d'un homme. Les immeubles avaient pu être évacués grâce à la présence d'esprit d'un étudiant qui y résidait, qui avait prévenu les secours in extremis. L'immeuble n'était pas signalé comme vétuste ou insalubre. Une enquête devra déterminer l'origine de l'effondrement. Le centre historique de Lille étant construit sur d'anciens marais, l'origine de l'accident pourrait venir des fondations ou des travaux qui étaient en cours sur le bâtiment. Évidemment, l'enquête va se poursuivre. On apprend également qu'à Paris, plus de 30% des annonces ne respectent pas l'encadrement des loyers. Et selon le baromètre annuel de la Fondation Abbé Pierre, l'encadrement des loyers, mis en place à Paris depuis le 1er juillet 2019, est appliqué de manière encore inégale, puisque 31% des 10 000 annonces analysées par la Fondation dépassent le plafond légal. Ce dispositif, on le rappelle, consiste à ne pas dépasser un loyer maximum afin de limiter la flambée des loyers dans les zones tendues. Il est toutefois mieux respecté que l'an dernier où 35% des annonces dépassaient ce plafond. Dans les autres villes où l'encadrement est appliqué, Lille fait figure de mauvais élève avec 43% des annonces hors des clous selon la Fondation Abbé Pierre. Ah oui, ça c'est spectaculaire. Alors est-ce qu'on sait combien de bailleurs ont été sanctionnés, tiens, par exemple à Paris, pour ne pas avoir respecté cet encadrement ? Eh bien, très peu, Jean-Marie. Pour le moment, entre juillet 2019 et juillet 2022, donc sur 3 ans, la Commission départementale de conciliation de Paris a reçu un peu plus de 450 signalements. Parmi eux, un peu plus de 350 dossiers ont été instruits. 286 précisément ont donné raison aux locataires et seulement 16 amendes ont été notifiées aux bailleurs pour des montants allant de 300 à un peu plus de 8 000 euros. Oui, quand on compare ça aux loyers qui sont pratiqués dans cette ville, on se dit que c'est presque dérisoire. À Paris, toujours, un bailleur social rembourse cette fois-ci une grosse somme, 250 000 euros de charges, alors à 150 locataires. C'est un joli cadeau de Noël avant l'heure. C'est un beau cadeau de Noël avant l'heure. Paris Habitat, qui gère, on le rappelle, un parc de 125 000 logements sociaux en région parisienne, a perçu un trop-plein de 250 000 euros de charges de gaz depuis 2019 pour un seul bâtiment flambant neuf dans le 15e arrondissement de Paris. Chacun des 150 locataires de cet immeuble percevra la coquette somme de 1 700 euros en moyenne. C'est un remboursement qui représente jusqu'à 2 voire 3 mois de loyer pour les occupants les plus modestes, pour la CLCV qui défend les intérêts des locataires. Cette affaire de charges trop perçues ne serait pas un cas isolé. Mais décidément, en plus, ça commence à coûter cher. Cet hiver, allez, on termine ce journal, Marc, en Normandie, puisque un couple y a remporté un concours qui était lancé par Airbnb pour rénover une longère de Seine-Maritime. Et oui, et un couple vient de remporter un concours, vous l'avez dit, lancé par la plateforme Airbnb pour financer leur projet de rénovation à hauteur de 100 000 euros. Les gagnants de ce concours avaient craqué l'été dernier pour un terrain de 5 000 m² à Nulmont, c'est en Seine-Maritime. Sur ce terrain se trouve une longère et 3 dépendances à l'abandon datant de 1880 que le couple, qui est designer dans la vie, a décidé de rénover pour les mettre ensuite en location. Et puis, effectivement, c'est une bonne idée, c'est beau une longère. En plus, exactement. En Normandie, c'est toujours très beau. Merci Marc Ezrati, tout de suite la Minute Viager.
Avec notre partenaire Senior Consulting Group, une question chaque semaine sur le viager. Aujourd'hui, vous nous expliquez qui paie les charges en viager. Eh bien, Jean-Marie, et pour tous ceux qui n'ont pas, comme vous et moi, le code civil pour livre de chevet, sachez que même si le contrat de viager autorise une grande liberté entre les parties, il est d'usage que les travaux d'entretien soient à la charge du vendeur et les gros travaux à celle de l'acquéreur. Le cadre et la nature de ces travaux sont définis dans les articles 605 et 606 du Code civil. En gros, changer un carreau cassé, c'est à la charge du vendeur. Changer la toiture de la maison à celle de l'acquéreur. Autre charge non négligeable qui sera dévolue à l'acquéreur, la taxe foncière. En revanche, dans le cas d'une nue propriété, c'est l'usufruitier, donc le vendeur, qui garde cette taxe foncière à sa charge. Merci. Marc Ezrati, allez rester avec nous. On se retrouve dans quelques minutes sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Je le rappelle, un seul numéro, 0826 300 300. Vous avez des questions sur votre logement ou alors sur celui que vous louez. Vous avez aussi des questions sur vos difficultés éventuelles à acheter ou alors à trouver un appartement. Vous nous appelez, vous nous laissez vos messages et puis on vous répond dans une dizaine de minutes. Mais avant ça, on va parler justement de viager, l'actualité de ce secteur avec Henri-Pierre Wiby, notre invité, président fondateur de Senior Consulting Group. À tout de suite. Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec Marc Ezrati et son invité Henri-Pierre Wiby. Bonjour à vous et bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Marc, bonjour Jean-Marie. Et oui, alors aujourd'hui, on va parler de viager, guerre en Ukraine, crise sociale ou encore crise énergétique. Beaucoup de Français s'inquiètent pour l'avenir et subissent déjà les conséquences de ces multiples crises. Avec une inflation galopante, de nombreux Français souffrent de la hausse des prix. Dans cette situation de crise et avec un pouvoir d'achat qui se réduit comme peau de chagrin, on s'inquiète pour les seniors qui ne touchent bien souvent qu'une petite retraite ou pas de retraite du tout. Alors, que faire ? Eh bien, pour ceux qui ont la chance d'être propriétaires de leur logement, c'est le cas de 82% des retraités, il y a un moyen, le viager. Henri-Pierre, on l'a dit, vous êtes fondateur et directeur général du Senior Consulting Group. On rappelle que c'est une société qui fait de la valorisation patrimoniale et notamment du viager. Est-ce que le viager, c'est la solution miracle pour aider les seniors aux faibles revenus à sortir de l'impasse ? Alors, miracle, je ne sais pas. En tout cas, le viager est une véritable solution aujourd'hui sociétale, puisque c'est le moyen de transformer un patrimoine dormant, de la pierre, en liquidité. Après, le viager répond à des codes bien précis et il faut être vraiment très précis dans l'analyse de pourquoi je veux vendre en viager, quel est mon projet de vie, quel est le but. Je dis souvent que le sous-jacent, c'est un bien immobilier, mais que ça répond avant tout à un projet de vie. Est-ce que je veux faire donation ? Est-ce que c'est pour me créer un complément de revenu ? Et c'est là où il faut avoir affaire à des consultants experts qui vont analyser le côté patrimonial, matrimonial et fiscal. Donc pour répondre à votre question, Marc, oui, le viager est une solution. Maintenant, miracle, pas encore. Alors, Henri-Pierre, comment justement on fait pour générer du capital avec un viager ? Alors, déjà, il faut être propriétaire de sa résidence principale ou secondaire. Et là, on va procéder à une étude. Déjà, est-ce qu'on veut être sur un viager occupé, c'est-à-dire y rester toute ma vie, ou être sur un viager libre, où là, on veut quitter le bien et se créer des ressources complémentaires. Là, après, on va analyser quelle est la meilleure solution. Toucher un capital important, ce qu'on appelle le bouquet. Et je le rappelle, il n'est absolument pas obligatoire. Il fait pas partie du Code civil. C'est une option que l'on peut avoir pour se dégager des revenus immédiats, pour faire des donations, pour faire des travaux. Et après, on va calculer une rente viagère par rapport à l'espérance de vie qui va permettre de se créer un complément de revenus à vie, c'est-à-dire qui ne s'épuise pas jusqu'à la fin de ses jours et qui peut permettre d'aménager son habitat, d'avoir plus de services ou consommer plus de loisirs dans une première partie de sa vie. Combien d'argent on peut espérer gagner avec un viager ? Ça dépend de plein de paramètres. Et c'est là où il faut vraiment avoir affaire à un professionnel. Ça dépend déjà de la valeur de son bien, ça dépend de son âge, ça dépend de si on est seul ou si on est en couple, ça dépend de si on est un homme ou une femme, ça dépend aussi de l'emplacement, parce que bien évidemment, ça répond aussi à un marché, il y a un marché d'investisseurs, et suivant où on se place aujourd'hui en France, on répond pas aux mêmes besoins du marché. Donc c'est tous ces paramètres qu'on analyse et qui permettent de trouver la meilleure solution. Comment ça se répartit entre le bouquet et les rentes ? Eh ben, Marc, je vous dirais, ça dépend de ce que vous voulez. C'est-à-dire que... Si je veux plus de bouquets... et de votre projet de vie. Après, on apporte un conseil.
bien évidemment derrière, parce que il est important que le bouquet et la rente ne soient pas déséquilibrés pour que qu'on puisse trouver un investisseur de l'autre côté. Alors, on en parle, nous, toutes les semaines. On a différents types de viagers. Viagers occupés, viagers libres, vente à terme, nue propriété. Comment on fait le choix ? Eh bien, on accompagne sur ce choix. Ça dépend de la fiscalité. Prenons, les rentes sont fiscalisées. Dans une vente à terme, les mensualités ne le seront pas. Le bouquet, lui, ne va pas l'être, sauf si on est sur une résidence secondaire. Et puis, c'est surtout l'emploi qu'on va en faire. C'est qu'est-ce que je vais faire de ces nouveaux revenus. Et c'est par rapport justement à ce que je vais vouloir en faire qu'on va pouvoir nous apporter la meilleure solution. Comme vous l'avez cité, il en existe d'autres encore plus pertinentes, puisqu'il y a des rentes différées par rapport à l'âge. Il y a plein de choses aujourd'hui qu'on a mis en place justement pour répondre et avoir la meilleure solution. Alors, dites-moi, parmi les idées reçues, on dit souvent qu'en viager, c'est un peu déshériter ses enfants. En ces temps de crise du pouvoir d'achat, personne n'a envie de laisser ses enfants dans la panade. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, j'ai jamais compris ce préjugé qui touche au viager. Le viager n'est pas un déshéritage. Le viager a juste pour objet de sortir un bien immobilier d'un actif successoral. C'est-à-dire que moi, j'ai 75 ans. Demain, je vends mon bien pour aller en maison de retraite ou pour aller en location parce qu'il est trop grand. Je fais exactement la même chose que dans le viager. Le viager, lui, par contre, offre la possibilité de toucher des revenus et de rester chez soi. Mais donc, ça ne déshérite absolument pas les enfants. Et puis, je vous dirais, Marc, que même si j'ai vendu en viager, que mes enfants donc n'auront plus le bien dans l'actif successoral, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir de l'argent, des revenus supplémentaires. Si je les consomme pas, ces revenus, eh ben, ils rentreront dans la succession. Et si je les ai consommés, c'est que j'en avais besoin. Et souvent, et il faut savoir que 30% des clients que l'on a, ils vendent en viager pour faire des donations et justement pour aider les enfants, pour aider les petits-enfants. Vous savez, aujourd'hui, la vie est complexe entre les divorces, entre une nouvelle vie. Il faut absolument pouvoir aider ses enfants et le viager le permet. Allez, j'ai une dernière question. Est-ce que le viager, ça marche ? Est-ce que ça marche auprès des investisseurs comme auprès des seniors d'ailleurs ? Oui. Ça répond à une vraie problématique aujourd'hui. Comment financer son bien vieillir ? Quand je dis bien vieillir, aujourd'hui, à 65 ans, vous avez 25 ans d'espérance de vie à financer. Au vu de la conjoncture actuelle, l'augmentation de l'inflation et des problématiques de rester à domicile, on a 100% de demandes en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise se développe et tous mes confrères se développent parce qu'il faut qu'on puisse répondre à cette demande des retraités. Vous avez un site internet, vous pouvez le rappeler ? Oui, c'est seniorcg comme consultinggroup.com, tout simplement. Merci beaucoup Henri-Pierre Ouibi, donc président et fondateur de Senior Consulting Group. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'au studio de Sud Radio ce matin. Très bon week-end à vous. Et dans un instant, dans quelques minutes, on va retrouver Laetitia Caron, directrice générale de PAP.fr pour le coaching IMEO. Mais tout de suite, place au témoin de la semaine. Le meilleur mandat.fr pour choisir votre agence immobilière en toute tranquillité présente. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Et pour une fois n'est pas coutume, à la radio, on va parler d'un homme de télé. Le témoin de la semaine, aujourd'hui, est quelqu'un qu'on a croisé il y a quelques mois dans Marié au premier regard sur M6. Il s'est épanoui dans l'immobilier. Bonjour Frédéric Sellem. Bonjour Marc. Bonjour Frédéric. Alors Frédéric, vous avez 33 ans et vous avez commencé votre carrière professionnelle en fait comme maître d'hôtel après avoir obtenu un bac pro hôtellerie et restauration. Une expérience dont vous ne gardez pas que des bons souvenirs. Vous dites que on vous a souvent manqué de respect et que certains de vos clients ont été franchement odieux avec vos collègues. Et vous, c'était si compliqué que ça, Frédéric ? Ce qui était compliqué en fait, c'est que moi je suis quelqu'un d'assez ouvert et un petit peu éduqué. Du coup, j'avais vraiment du mal avec certains comportements de clients. Donc c'est ce qui a fait que du jour au lendemain, j'ai décidé de changer de voie professionnelle alors que j'avais fait 4 ans d'études à l'école hôtelière. À l'école hôtelière. Alors donc après cette première vie, vous entrez dans l'immobilier dans le réseau La Forêt, la première fois en 2013 à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis, puis en 2016 vous partez en Bretagne, à Vannes dans le Morbihan, toujours chez La Forêt, où vous resterez jusqu'en 2019. Alors on l'a dit tout à l'heure, on vous a surtout remarqué Frédéric dans la saison 5 de Marié au premier regard. Vous avez alors été marié à une parfaite inconnue. On est alors au moment du deuxième confinement.
confinement et avec les différentes restrictions sanitaires, vous avez eu bien du mal à rencontrer ou à passer du temps avec votre dulcinée. Et d'ailleurs, vous divorcerez 10 mois plus tard. Aujourd'hui, vous êtes revenu à vos premiers amours, l'immobilier, et vous êtes conseiller immobilier indépendant. Frédéric, votre passage dans l'émission de Mariés au premier regard, quelque part, ça a du sens quand on est agent immobilier et qu'on est un peu chargé de provoquer le coup de cœur chez les acquéreurs? Oui, c'est vrai qu'on peut lier les deux. Mon travail, c'est de mettre en valeur les biens du mieux que je puisse, en tout cas, pour donner envie aux personnes de me contacter et ensuite de venir visiter et d'acheter les biens. Et donc, du coup, de créer un coup de cœur. Et généralement, de toute façon, première chose que les personnes nous disent quand elles viennent pour une recherche de biens, elles disent « je cherche le coup de cœur ». Donc, effectivement, voilà, ouais. Alors, votre participation à l'émission, ça vous a aidé à développer une nouvelle clientèle ? Complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, avant ce passage à l'émission, je devais faire énormément de prospection terrain, appeler des particuliers qui vendaient en vente, leur biens en vente sur le Bon Coin. Aujourd'hui, j'ai une autre technique de prospection parce que je suis aussi crédible au bout de 10 ans auprès de mon entourage et également sur les réseaux sociaux où je communique beaucoup sur mes succès dans l'immobilier. Et donc, du coup, c'est vrai que cette prospection-là des réseaux sociaux m'amène des clients que je ne pouvais pas toucher avant via les réseaux sociaux. Alors, l'immobilier, c'est, on sera d'accord, je pense tous les deux, une histoire de rencontre. C'est une histoire de rencontre. On fait de rencontres magnifiques, que ce soit avec un acheteur ou un vendeur. Pour la petite anecdote, j'ai des clients vraiment que j'ai sortis d'un embarras financier vraiment très mauvais. Et ils ont fini par me demander d'être le témoin de leur mariage. De leur mariage. On fait des belles rencontres. Effectivement. Pour vous, Frédéric, c'est quoi les qualités que doit avoir un bon conseiller immobilier ? Alors, un bon conseiller immobilier, pour moi, il doit avoir de l'empathie, il doit avoir une force de travail assez intense, parce qu'on fait un métier qui est difficile. Il faut qu'il ait envie, il faut qu'il soit joyeux, il faut qu'il ait une faculté de s'adapter aux clients qu'il a. Et surtout, il n'est pas peur qu'on lui dise non. Merci Frédéric Salem de nous avoir consacré un peu de temps ce matin sur Sud Radio. On vous souhaite un très très bon week-end à vous. Et plusieurs bons mariages à venir. En tout cas, avec vous, merci à vous pour votre témoignage sur Sud Radio. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. C'est le moment de nous téléphoner, chers amis. 0826 300 300. Vous avez un logement, vous le louez, vous voulez l'acheter. Au contraire, vous avez un problème avec votre propriétaire, avec votre locataire. 0826 300 300. Vous nous appelez, on vous répond. On répond à vos questions dans un instant avec Laetitia Caron. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier, comme tous les samedis, jusqu'à 10h sur Sud Radio, avec Marc Ezrati, avec Laetitia Caron, directrice générale de particulier à particulier, PAP.fr. Bonjour à vous Laetitia. Bonjour Jean-Marie. Aujourd'hui, vous répondez à l'une des questions qui nous a été posée au 0826 300 300. Cette question nous a été posée par Jean-Philippe. Bonjour à vous. Oui, bonjour à vous. Et bienvenue sur Sud Radio, vous êtes avec Marc Ezrati. Bonjour Jean-Philippe. Alors dites-nous tout là, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors je vous explique en 2 mots. Je suis propriétaire de 2 maisons. D'accord. Une première maison pour laquelle je n'ai plus de prêt immobilier et une seconde que j'ai achetée plus récemment et pour laquelle j'ai souscrit un emprunt. Pour obtenir cet emprunt, la banque m'a demandé à l'époque de garantir le prêt en mettant en hypothèque ma première maison. C'est ainsi que j'ai pu obtenir le crédit. Aujourd'hui, je souhaite vendre la première maison, mais j'aimerais conserver mon hypothèque qui est actuellement sur la seconde. Donc ma question est comment puis-je vendre, tout en conservant mon hypothèque. Eh ben, on va poser la question tout de suite à Laetitia. Laetitia, c'est d'ailleurs une situation assez originale que celle de Jean-Philippe. En fait, pas tant que ça, Marc. Ça arrive finalement relativement fréquemment. Alors, Jean-Philippe, moi, je vais bien vous reposer la question pour bien cerner votre problématique. Donc, si j'ai bien compris, la maison que vous voulez vendre sert de garantie à un prêt pour une autre maison que vous ne voulez pas vendre et pour laquelle il vous reste des échéances de prêt à rembourser. C'est bien ça ? C'est bien ça. Ok. Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. D'abord, il est même tout à fait possible de vendre un bien hypothéqué. Et ça, quel que soit le type d'hypothèque. C'est une opération qui est assez courante et que les notaires maîtrisent parfaitement.
Donc, a priori, il n'y a pas d'obstacle à votre projet. Ceci étant, il faut que vous sachiez qu'à l'occasion de la vente de votre maison, le notaire donc, va devoir contacter le créancier, c'est-à-dire la banque. D'accord ? Oui. Il va donc lui demander un décompte des sommes dues et la banque prêteuse, donc votre banque, va chiffrer le montant qu'il vous reste à rembourser, éventuellement y ajouter les éventuelles pénalités de remboursement anticipées. Et du coup, le jour de la vente définitive, le notaire devra virer à la banque directement le montant que vous restez lui devoir. Ça veut dire que si vous vendez votre maison sur laquelle il y a l'hypothèque, vous ne toucherez pas 100% du prix de vente. Et du coup, si vous comptiez empocher l'intégralité du prix, en partant du principe que cette première maison est déjà remboursée, alors ça ne sera pas possible. Ou alors, il va falloir agir différemment. Il y a des solutions, donc je vais vous les évoquer. Donc en gros, il y a 2 autres alternatives possibles. La première, c'est de faire une levée d'hypothèque. Et pour que vous puissiez lever l'hypothèque, il faut aller chez le notaire pour qu'il réalise une demande de levée hypothécaire. Sachant que cette démarche est payante, il faut grosso modo, alors c'est variable selon le prix, selon le montant du prêt. C'est en gros 1 600 € pour un prêt de 100 000 €. Et ensuite, c'est évidemment progressif en fonction du montant du prêt. Là, c'est pas tant le problème que ce soit payant. Votre problème à vous, c'est que le notaire ne pourra pas lever l'hypothèque tant que le prêt de la deuxième maison n'est pas remboursé. Et donc ça obligerait à ce que vous remboursiez ce prêt. Mais j'imagine que si vous avez appelé ce matin, évidemment, c'est que vous n'êtes pas en mesure de rembourser ce prêt. C'est bien ça. Okay. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas que je suis pas en mesure de rembourser. C'est que je ne veux pas je veux conserver le prêt. D'accord. Ok. Je veux conserver le prêt. Voilà. Alors, dans ce cas, la solution que je vois et qui pourrait fonctionner, ce serait de faire acheter votre crédit par une autre banque en obtenant après avec un cautionnement bancaire de type crédit logement qui vous permettra d'éviter une hypothèque. En fait, c'est juste que il faut que vous puissiez continuer d'avoir une garantie sur la maison, mais quand même pouvoir vendre cette maison. C'est ça ? Oui, c'est bien ça. D'accord. Donc, c'est une solution qui pourrait fonctionner puisque la somme du nouveau prêt vous permettrait de rembourser le crédit que vous avez actuellement. Et une fois soldé, le notaire pourra procéder à la levée de l'hypothèque de la première maison. Et le jour de la vente définitive, vous récupérez 100% du prix de vente. Voilà, donc c'est ce que je vous recommande de faire. Et sinon, il y a également une alternative qui est de procéder à un transfert d'hypothèque sur un autre bien immobilier. Donc dans votre cas, ce serait de transférer l'hypothèque sur le bien qui est directement concerné par le crédit. Et ça peut-être répondre précisément à ce que vous souhaitiez. Alors ça, c'est quand même une opération qui demande de l'anticipation. Il faut anticiper d'environ 2 mois parce qu'il faut le temps que les démarches soient faites. Avec une précision et un point de vigilance, c'est que pour que la banque accepte ce transfert d'hypothèque, il faut que ce qui est déjà remboursé soit supérieur à la valeur du crédit restant. Merci Laetitia. Il faut que ce qui a déjà été remboursé soit supérieur à la... D'accord, ok. Exactement. Alors, c'est au minimum 51%, quoi. Exactement. Ouais. C'est ça. On espère que vous y voyez plus clair. En tout cas, on espère aussi que vous allez trouver une solution, Jean-Philippe. Vous nous rappelez quand vous voulez. J'espère. Écoutez, c'est gentil à vous de m'avoir apporté ces réponses. Je vous en remercie. Écoutez, on vous en prie. Vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300. Et vous tous qui nous écoutez d'ailleurs, c'est le même numéro, quelles que soient vos questions, même les plus techniques comme celle-ci, puisque c'était un cas particulièrement pointu. Justement, on fait tout ce qu'on peut pour vous répondre sur Sud Radio. Tout de suite, le bien coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Laetitia Caron continue un petit peu avec vous et on va passer au coup de cœur PAP de la semaine. Oui, Marc. Oui. Alors cette semaine, je vous emmène à Chaloux-Moulineux. Je suis sûre que vous ne savez pas où c'est et que ça vous dit peut-être rien. Chaloux-Moulineux, non. Alors, c'est dans le sud du département de l'Essonne. C'est un très joli village qui est, je dirais, assez facile d'accès. C'est à 15 km de l'autoroute A10 et tout autant de la gare RER d'Étampes. C'est un village avec école élémentaire, fibre optique et vraiment, c'est ravissant. Donc, on retient...
Chaloux-Molineux. Exactement. Alors, Chaloux-Moulineux, donc c'est au sud de l'Essonne. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Quelle est c'est une maison là-bas Alors en effet, je vous emmène voir une maison en pierre, typique des villages du bassin parisien. Il y a un intérieur ravissant, pierre apparente, poutres, tomates au sol, grande cheminée. Je vous fais pas tout le topo. Il y a même un escalier en pierre. C'est en général ce que cherchent beaucoup de personnes aujourd'hui. Joli jardin. Joli jardin. C'est une maison, un joli jardin de 715 mètres carrés. Vous voyez, il y a de la place. Et la maison elle-même est très grande puisqu'elle fait 285 mètres carrés, qui a 8 chambres. On peut inviter du monde, Marc. On peut inviter du monde. Voilà, donc c'est vraiment une maison sympa. Le DPE, il est comment la classe énergétique? Le diagnostic, on rappelle. De performance énergétique. Alors, il est bon surtout pour une maison ancienne. La maison est classée D, donc c'est bien. Le prix? Le prix, on est à 385 000 €. Ça fait 1350 euros du mètre carré. Et surtout, ça montre que on trouve encore des maisons à ce prix-là en Ile-de-France, surtout des grandes maisons de ce type. C'est la grande couronne avec tout le charme de la grande couronne. Exactement. C'est charmant. Merci Laetitia. Bonjour Audrey Mulat. Bonjour Marc. Directrice du réseau Évidence à Montpellier où j'étais chez vous hier. C'était bien d'ailleurs notre rencontre hier. Tout à fait, c'était très bien, très bon moment d'échange. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous proposer cette semaine? Alors moi, je vous amène dans le village de Tressan. Tressan, c'est une commune qui est située au centre du département de l'Hérault. On est pile à 40 minutes de Béziers et 40 minutes de Montpellier. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Voilà, je vais vous amener découvrir une maison tout aussi grande que celle que l'on vient de présenter. On est sur une maison qui va avoir 250 mètres carrés et elle est répartie aujourd'hui en 2 habitations distinctes, une maison de 150 mètres carrés en plein pied et un appartement entièrement rénové de 100 mètres carrés et qui dispose en plus d'une capacité d'aménagement de 100 mètres carrés supplémentaires pour les combles qui sont aménageables aujourd'hui. Ah oui, donc ça c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que la classe énergétique, le diagnostic de performance énergétique, il nous donne quoi? Alors là, on est sur une maison qui est classée E, ce qui est correct pour une maison ancienne, et on est au prix de 399 000 €, ce qui fait 1 590 € du mètre carré à peu près. Donc encore une fois, pour un projet avec de nombreuses possibilités, un prix très accessible. Merci Audrey Mulat, on vous retrouvera également la semaine prochaine. Les images présentées, de ces biens présentés par Audrey Mulat et Laetitia Caron, on les retrouvera dès la fin de l'émission sur les réseaux sociaux de Sud Radio. On peut et surtout appeler le standard 0826 300 300. Et sur toutes sortes de questions que vous auriez à nous poser. Merci à Laetitia Caron également, directrice générale de PAP.fr. On se retrouve samedi prochain, 9h20. On parle IMO jusqu'à 10h. Votre rendez-vous 100% immobilier. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.